suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Rares sont les domaines qui se laissent à ce point dominer par les éléments naturels. Une série de rochers vertigineux, un fleuve qui sculpte la vallée, une vaste forêt qui l'encercle. C'est au cœur de ce site naturel que se dresse le château de Freyr et son ensemble de jardins hors du temps. Une seule et même famille porte cet héritage depuis l'acquisition du château par Jacques de Beaufort en 1410. Un jardin souvent amélioré, parfois bouleversé par ses propriétaires et par l'histoire, mais surtout par le passage du temps qui lui confère aujourd'hui une patine et un charme rares. Pendant la Révolution française, le domaine a failli être détruit. Il doit à ses orangers exceptionnels d'avoir été épargné. Depuis, chaque génération de propriétaires les a protégés. Le botaniste Stéphane Wils veille aujourd'hui sur l'orangerie. Ces orangers, c'était des trophées. C'est un investissement. Comme ils investissaient dans la terre, dans l'agriculture, eux, ils achetaient des orangers, on les faisait pousser et avec l'âge, leur valeur augmentait. C'était comme des actions, donc des investissements. Ouais. Oui. Au XVIIIe siècle, les fruits aux formes étranges suscitaient la curiosité de la noblesse. Alors le Citrus corniculata, donc c'est un citrus qui fait des cornes, ça c'est dans le nom. Ils sont des formes qui viennent d'origine de l'Asie. La grandeur des fruits et des feuilles n'est plus optimale. C'est vraiment comme des personnes très âgées. Des personnes âgées, ça bouge moins vite, ça fonctionne moins visible. Ouais. Et normalement, ça peut vraiment faire des cornes. Et la connotation sexuelle, à l'époque, elle était là aussi présente. C'était pour ça qu'on collectionnait ces plantes. Et comment on fait pour conserver les gènes alors avec un citrus? Il y a une plante qu'on a sélectionnée pour les racines. Le porte-greffe numéro 1. Numéro 1. Après, ils ont choisi pour un beau tronc droit une plante qui fait des tiges très droites. Porte-greffe numéro 2. Numéro 2. Et là, ici, ce qui est très bizarre, ou très la beauté, ils ont greffé dès le début plusieurs troncs de ce type et les collés l'un contre l'autre. Pour donner cet aspect strié. Pour les strier. Et là au-dessus, ils ont greffé la troisième greffe. Qu'on appelle le greffon. Voilà, parfait. Qui fait des fruits, des feuilles ou des fleurs spécifiques. Beaucoup de fleurs, ou des fleurs très odorantes, ou des fruits déformés, comme on a déjà vu. Avant d'attaquer au greffage, il faut avoir une branche, un greffon. Et alors Stéphane, comment vous choisissez la tige, la branche là? Je vais ici prendre une branche qui ne dérange pas trop visuellement. Donc ici, c'est une branche bien ronde, encore suffisamment verte. Et celle-là, vous pouvez couper. C'est bon. Voilà. Tac. Pas de problème. Et tac. Oui. Voilà, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Je suis allé acheter les plantes. Certains de ces arbres séculaires, montrant d'importants signes de sénescence, leur capital génétique doit être protégé. Grâce à une simple greffe, Stéphane leur offre la possibilité de se régénérer. On est allé chercher les pots de greffe en Espagne parce que c'est trop compliqué de les faire pousser ici. Ça me prend une éternité de temps. Donc voilà notre porte-greffe. Oui. Ça paraît très rude ce qu'on va faire. C'est sans pitié. Vraiment, il faut couper sans pitié parce qu'il faut avoir un tronc nu pour mettre les nouvelles greffons dessus. Au plus près du tronc. Au plus près du tronc, oui. Et alors là, surtout, je vais enlever celles qui vont me faire le plus mal au cœur. Tac. Voilà. Tac. Et puis là, c'est réglé, on peut faire des petits raccords.
Ça, c'est mon couteau à greffer. Voilà, qui est vraiment typique. Moi, j'adore cet outil. D'abord parce que j'ai jamais trop osé le toucher. Parce que c'est un outil de spécialiste quand même. Et surtout, c'est un outil qui est quasiment le même depuis le XVIIe. Alors, c'est là, tu m'as montré. Jusque là. Je m'arrête là. Oui, ça suffira, je pense. Ça suffit. Oui. Un petit coup là. Tac. C'est très important qu'on a que de l'écorce et pas de bois. Parce que le bois, il est mort. Ce n'est que du support du tronc. C'est ici que la sève coule. Et donc, c'est l'idéal pour faire un joint parfait. Une bonne prise de contact. Une bonne prise de contact. Donc, ça va. Et alors lui, qu'est-ce qu'on fait avec? Celui, je vais... Là, ça suffit pas, là. Non, je vais te préparer parce que là, on n'a pas de contact, on n'a que de l'écorce. Ah oui, c'est un contact devant et derrière, en fait. Oui, un double contact. Et on crée un petit chapeau. Ouais. Voilà, ça c'est une plante que j'ai greffée il y a 3 semaines. C'est très très beau. Hein. Et alors les fruits de ces expériences, c'est ce qu'on a là, c'est ça? Oui. Donc ça c'est le fruit bien développé d'une plante qui a été greffée il y a quelques années. Et on voit bien que les caractéristiques ici des stries se développent beaucoup mieux et beaucoup plus sur une jeune plante greffée que sur des vieilles plantes qu'on a vues tout à l'heure avec les petites cornes qui se développaient. Pour les historiens et les paysagistes, un jardin comme celui-ci est un monument vivant dont la forme change perpétuellement. Nathalie de Harlay est historienne des jardins, auteure d'une étude sur Freyr. Ce qu'on voit ici, c'est un jardin qui a l'air d'être un tout harmonieux. Et surtout, au XVIIIe, il y a 2 frères qui vont s'engager et qui vont complètement transformer le jardin. Oui, les frères Beaufort-Spontin, qui est donc une famille qui est originaire de Bohême, qui est propriétaire du site au début du XVIIe siècle. Donc ils sont là depuis longtemps. Ils sont là effectivement déjà depuis un siècle. Et puis Guillaume de Beaufort-Spontin, qui est l'aîné, va transformer une partie des jardins, mais surtout il va céder ses droits d'aînesse à Philippe Alexandre, qui va probablement en grande partie assumer cette transformation complète. Alors les premiers documents qui nous permettent d'avoir une idée du jardin dans l'histoire, ce sont des représentations d'artistes. Ici, c'est une gravure qui date du début du XVIIIe siècle. Donc d'une part, la présence d'un jardin au sud qui a aujourd'hui pratiquement disparu. Il n'en subsiste que le mur à l'arrière et le bassin. Les jardins de Freyr se structurent autour de 2 axes. Un axe nord-sud, parallèle à la Meuse. Il se déploie depuis le château et distribue un parterre de 4 bassins et des quinconces de tilleuls. Il s'achève par 2 bassins rectangulaires et par les pavillons de l'orangerie. C'est la première étape de construction du jardin. Second temps, les salles de verdure composant la partie supérieure et inclinée, comportant 8 labyrinthes de charmilles. Un autre axe part d'un pavillon pour s'élancer vers un bassin ovale, puis vers le bassin circulaire, dernier élément avant d'atteindre le fleuve et les rochers. Les ducs de Beaufort vont aménager cette perspective qui aujourd'hui paraît majeure, qui relie visuellement la Meuse à un pavillon monumental qui va être dénommé Frédéric Salle, en hommage à l'héritier Frédéric Alexandre, duc de Beaufort-Spontin, qui obtient donc ce titre de duc en 1782. On peut considérer donc que ce pavillon, en quelque sorte, à la fois clôture les perspectives du jardin et assied véritablement la renommée, la célébrité et le statut social très élevé qui est atteint par la famille Beaufort-Spontin à la fin du XVIIIe siècle. Alors il y a un élément qui aujourd'hui perturbe les perspectives et les effets du jardin, c'est quand même cette forêt qui s'est refermée contre le jardin. Voilà, exactement. Et alors si on reprend les documents un peu plus anciens, on avait en arrière-plan du Frédéric Salle un verger, donc un espace ouvert. Cet ensemble organisé, on va dire, de plantations fruitières a aujourd'hui totalement disparu et la colline a été colonisée progressivement par une végétation de semi-naturelle qui va refermer complètement le paysage.
Les rapports de proportion vont changer, si bien qu'on a le sentiment, quand on est dans le jardin, que ce pavillon est assez monumental. Nathalie, on est encore sur le rocher de Freyr, mais alors là, on a une vue exceptionnelle. C'est le rocher qui domine. Mais il y a toujours ce rapport splendide là entre le jardin et le rocher. Les deux dialogues. Les deux dialoguent, et aujourd'hui, c'est un paysage qui nous paraît courant ou naturel. C'est ce qu'on appelle le goût du pittoresque, très apprécié déjà au XIXe siècle et aujourd'hui. Mais il faut se rendre compte que dès la fin du XVIIIe siècle, le duc de Beaufort a souhaité profiter de ce panorama et il a fait aménager un chemin en zigzag qui escaladait le coteau pour arriver à ce point de vue, permettant de voir sa propriété, en lire véritablement toute la composition architecturée et paysagère. Donc c'est ce qu'on peut qualifier de promenade sublime. Hein. C'est cette idée, ce goût du point de vue et du panorama. Donc une sorte d'entité paysagère qui inclut des éléments de la nature brute et des éléments totalement dépendants de l'homme, qui ont été manufacturés par l'homme, comme les jardins. Le baron Axel Bonnart, soutenu par la fondation Roy-Baudouin, avec qui il cogère le domaine, incarne la dernière génération d'une famille riche de souvenirs. Monsieur Bonnart, traditionnellement, quand on vit dans un château, c'est le cas aujourd'hui, les usages du jardin ne sont pas exactement ce qu'on imagine. Non, quand ma mère a repris la maison, qui avait été en indivision pendant 10 ans, en 67, les toits perçaient, l'électricité ne pouvait plus être utilisée, tout était humide, et les conduits d'eau étaient saturés de boue. Et donc, on a utilisé l'eau des bassins. Dans un premier bassin, on prenait l'eau pour la boire. À l'époque, c'était encore potable. Dans un second, pour faire ses dents. Dans un troisième, on se baignait. Et le quatrième, pour faire la vaisselle. Voilà. C'est pas tout à fait l'idée qu'on se fait de ce genre de jardin baroque, quoi. Oui, non, d'accord. Mais enfin, voilà, c'était bien pratique. Et les engazonnements qui sont tout autour, à un moment donné, eux, ont été fleuris, oui, comme des parterres. Mais discutablement, car mon arrière-grand-mère y avait mis des fleurs qui montaient jusqu'à 1 mètre de hauteur, ce qui dans un jardin français. C'était à la mode. Oui, ouais. Peut-être, mais ça n'avait aucun sens. Mon père les a ramenés à 20 cm, et puis finalement, on a trouvé que le gazon, ça coûtait moins cher d'entretien. Les tilleuls avaient été initialement plantés en quinconce, une forme qui consistait traditionnellement à planter les arbres, comme sur la face d'un dé, avec 4 points en carré et un point au centre. À la fin du 18e, on a tâché de donner un cachet un peu plus classique, et c'est la raison pour laquelle on a planté le réseau de tilleuls. Ça crée un axe par le rétrécissement automatiquement, et alors ça approfondit le jardin, puisque la verdure est surpilotie, et vous voyez en dessous avec une espèce d'effet de sous-bois. Et alors moi, ce qui m'étonne, c'est que pour certains d'entre eux, ils sont un petit peu abîmés, et ce que je vois, c'est que vous les avez pas replantés. Non, vous êtes en train de raisonner plutôt, on fait avec les rejets, on fait avec les tilleuls existants, pour essayer de refabriquer cette forme géométrique qui est magnifique et qui fabrique cet axe en fait. Oui. Alors, j'en ai replanté un il y a à peu près 30 ans, quand notre dernier jardinier est parti. C'est qu'il a demandé une demi-journée avec une pioche pour enlever la racine du vieux tilleul. Et ça, j'ai plus envie de faire une seconde fois. Ouais. Et donc, on réutilise les rejets. On en a pratiquement chaque fois. Alors, les rejets, c'est ce qu'on voit là, là. Oui, mais là, c'est un double rejet. Double rejet. Il y a un premier rejet qui n'est malheureusement pas dans le centre. Ouais. L'idéal, c'est que le rejet, il se fasse au cœur de l'arbre. C'est-à-dire que l'arbre, c'est un petit peu fatigué en son cœur. C'est une série convergente, si je peux m'exprimer ainsi. Et il y a un arbre qui est exceptionnel. Alors là, il y a un exceptionnel où on trouve les deux. Ouais. D'accord. Où là, effectivement, le vieux tilleul vit toujours, mais il n'y a plus que le tronc extérieur, il n'y a plus que l'écorce, si je peux m'exprimer. Là, on voit rien, là. Oui, mais à l'intérieur, on voit le rejet. Voilà.
Ça, c'est étonnant quand même. Oui, hein. ça c'est étonnant, oui. Ouais. Ça n'arrive pas à tous les coups. Non, ça c'est exceptionnel. Et alors, au-delà de sa fonction d'accentuation de la Géométrique, oui. perspective, à quoi il sert cette... Ben, c'est un lieu qui fait penser Cet à un espace. cloître. Il Ouais. ne faut pas oublier que ça a été même composé par l'aîné de la famille vers 1760, qui était Guillaume de Beaufort-Spontin, chanoine prévôt. Et donc ça a une touche un peu monastique. Et toute cette partie basse a ce côté un petit peu contemplatif. Ici, vous avez l'ombre des tilleuls, le parterre de jet d'eau qui est là pour ça. Après le décès de Guillaume de Beaufort-Spontin en 1766, son frère cadet Philippe agrandit les jardins dans le style rococo de son temps, avec 8 petits labyrinthes. Les Charmy dessinent des figures géométriques sur 6 km de long. On aimait se perdre dans ces allées végétales, s'y cacher ou courtiser les dames. Nous sommes au siècle de Marivaux et de ces jeux de l'amour et du hasard qui leur vaudront le nom de marivaudage. Éléonore, la fille du baron, nous rappelle les codes amoureux de cette époque. Les femmes empruntaient ces allées transversales. Et si au contraire, elles voulaient éviter d'être courtisées, elles venaient ici, dans la chambre de lumière, voilà. Dans la partie centrale, Dans fait, la du partie labyrinthe. centrale du labyrinthe, exactement. Et pour des raisons de coût, elles ont été rabaissées à hauteur d'appui par mes grands-parents après la Seconde Guerre mondiale. À hauteur d'appui, c'est-à-dire ici, donc Voilà. à hauteur d'homme. À hauteur d'homme, Donc plus facile à maintenir en fait. plus facile à maintenir. J'ai assisté pendant des années durant à la taille des charmilles Ouais. par mon père. Et donc c'est tout un travail extrêmement laborieux. Alors là, à cette hauteur, au niveau de l'intimité, ça marche plus du tout. Là. Non, c'est d'ailleurs pour cela qu'on voudrait, et qu'on va d'ailleurs réaugmenter la taille des charmilles pour qu'elles retrouvent leur taille initiale. Ça permettra de retrouver cette atmosphère mystérieux, oui, secret. Oui, secret. Et plus sombre. Et plus sombre, et donc propice au marivaudage. Voilà. Et alors là, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit aussi que les petits axes, alors parfois ils nous perdent, et puis parfois ils nous donnent quelques clés de lecture du jardin, mais du jardin un peu plus lointain. Oui, il guide notre regard vers des détails du jardin, comme par exemple ici la statue de sifflet, mais dans d'autres charmilles, ça peut être d'autres détails. Un banc par ici, Un banc, un petit morceau du château par là, de l'orangerie, exactement. et même une vue sur, Oui, sur les la falaises. nature, voilà. Ça, c'est vraiment un drôle de motif dans le jardin. C'est cette haie qui est à hauteur de hanche, entre deux labyrinthes, avec un alignement de tilleul. À quoi ça servait? Ah, ben venez, je vais vous montrer. Vous allez à gauche, moi à droite, et vous remarquerez que le chemin est en pente. Et donc ces dames empruntaient l'allée où je suis, remontaient leur robe pour ne pas la mouiller, et ce faisant montraient leurs chevilles, ce qui est hautement inconvenant. Et donc voilà, les hommes marchaient de leur côté sans voir les chevilles de ces dames. Et effectivement, quand je me mets là, Oui, hein? mais même en me rapprochant d'ailleurs, hein, Oui, je les vois toujours pas, vos chevilles. ben voilà. Cette partie inclinée du jardin correspond à la dernière étape de construction au XVIIIe siècle. Ici, un axe tout à fait particulier a été créé depuis les pentes boisées et le pavillon Frédéric Salle. Il invite le regard à épouser la forme étroite de la vallée, vers le fleuve et jusqu'au sommet du rocher. Pour Axel Bonnart, rien ici n'est le fruit du hasard. Alors là, les talus ils sont parfaitement bien réglés, parce que plus on avance, là on est quoi? On est à 10 mètres du bassin et on le voit toujours pas, et Voilà, là, maintenant, on le bam, voit. il apparaît. Ce qui est tout à fait admirable, et selon moi, une des choses les plus folles de ce magnifique jardin, c'est quand même cet axe. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une sorte d'enfilade de bassins. Premier bassin, celui qui est en face de nous, qui est le plus grand dans le jardin. Ensuite, le bassin rond, Renaissance.
Et ensuite, on termine Sur la Meuse. sur la Meuse. Est-ce que cet axe-là, c'est l'axe emblématique du jardin? Moi, j'ai le sentiment que c'est celui qui est le plus fort, celui qui est le plus original, celui qu'on a le moins l'habitude de voir. Les motifs du jardin bas sont un peu plus connus. Voilà, si vous êtes un moine cistercien, vous aimerez la partie basse du jardin. Si vous êtes un rationaliste, vous aimerez ce axe. D'accord? Pourquoi? Parce que la partie basse du jardin, elle reflète le caractère de celui qui l'a redessiné, d'accord? Qui est l'aîné de famille, qui renonce au majorat et qui devient chanoine prévôt à la cathédrale de Namur. Donc, cette partie-là du jardin a un côté contemplatif que celle-ci n'a pas. Celle-ci est dessinée par un ami des philosophes, hein, le frère cadet, Philippe, membre d'une loge maçonnique, et donc c'est purement rationaliste. Alors, suivant votre tempérament, vous préférez celui-ci ou vous préférez la partie basse. Depuis le XVIIIe siècle, les jardins de Friir ont subi de nombreuses transformations. Certaines pour répondre à des contraintes financières, d'autres à des choix esthétiques, comme ces statues à double visage apparues plus tardivement. Mais le changement majeur arrive dans les années 1860. Un chemin de fer vient séparer irrémédiablement le pavillon Frédéric-Salle du reste du jardin. La voie ferrée, utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale pour transporter des munitions allemandes, sera abandonnée à la fin du conflit. Louis Choquert, l'architecte en charge de la restauration du château, a également pour mission de réhabiliter les jardins. On n'a pas pu y échapper alors à cette arrivée du chemin de fer. Personne n'échappe au progrès. Voilà. Mais alors, surtout, moi, ce que je trouve dommage, c'est que le Frédéric-Salle, il est à la fin du jardin, il est vraiment à la périphérie du jardin. Et le rail, il est juste là. On aurait complètement pu déplacer le rail à, je sais pas, à 20 mètres, 30 mètres. C'est-à-dire que si on allait remonter le rail de 20 ou 30 mètres, on tapait dans la roche. On a un relief qui est beaucoup plus accusé. On supprimait la rue du village. On a fait la concession de passer dans le relief. Là, le recul, il n'existe plus. C'est-à-dire que là, on a 4 marches, on a tout de suite cette toute petite passerelle qui n'est pas du tout à l'échelle du pavillon, et après, on retrouve quand même notre grand axe. Il faut savoir qu'à l'époque, on avait une série de marches douces qui descendaient vers les bassins sur la largeur du Frédéric-Salle. Donc on avait vraiment quelque chose de majestueux, de monumental. Ouais. Voilà, c'est perdu. Ouais. Alors maintenant, il va falloir faire autrement, il va falloir faire avec. Il va falloir faire avec, il va falloir inventer autre chose, il va falloir essayer de recoudre le jardin, parce que cette tranchée a quand même cassé le jardin dans son dessin. On avait ici ce qu'on appelle l'anse de panier, et l'anse de panier est carrément coupée. Et donc là, on a une idée, c'est de prolonger les anses de panier. C'est-à-dire que l'axe, enfin, on va dire le demi-cercle qui s'engage ici, on va venir le faire revenir sous la forme d'une passerelle. Voilà, une passerelle qui sera probablement végétalisée et qui donnera cette idée de jardin de demain. Donc comme ça, on pourra peut-être aussi, en fonction de ce que deviendra la tranchée, diminuer ce talus et retrouver la pente douce. L'avenir, c'est de positiver cette balafre, c'est-à-dire d'avoir un jardin qui aura vécu, qui aura ses coups, qui aura son vieilli et qui sera toujours d'aujourd'hui. De nouveaux projets de réhabilitation et de restauration sont en cours. L'occasion pour Éléonore de poursuivre la mise en valeur de cet héritage. Alors moi je trouve qu'ici, ça doit être un terrain de jeu extraordinaire. Oui, cet espace-ci est aussi un terrain de travail aussi, parce que j'ai beaucoup travaillé avec mon père. Enfin, ici, mon père taillait les charmilles et puis moi je le suivais quelques mètres plus loin. Il vous faisait travailler? Ah oui, pendant les mois de juillet et d'août, qui étaient les mois de taille des charmilles. C'était pas un jeu ça alors? Ah non, c'était un peu moins drôle. Oui, et en plus j'étais priée de mettre des gants pour ne pas prendre des vipères en prenant les feuilles. Et votre papa, il était propriétaire et jardinier alors, c'est ça? Et jardinier. Mais moi, je le voyais jamais en semaine travailler et partir au bureau. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Par contre, le week-end, je le voyais travailler dans les jardins puisque j'étais avec lui.
Et donc quand en primaire on m'a demandé quel métier faisait mon père, ben, j'ai répondu jardinier. Et Léonore, c'est vous qui allez prendre la suite alors, qui allez prendre la relève? Avec la jeune génération, avec mes frères et sœurs et mes cousins, oui, la relève. Vous êtes, ça y est, vous êtes prête? Oui. Ouais. Ben, quand on a vécu dans tant de beauté, il faut continuer à assurer parce que j'ai entendu un jour cette phrase « La beauté sauvera le monde » et je le crois très fortement.